La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est donc à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les présidents de commission, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'était le 30 octobre 2012. La SNCF célébrait ses 75 ans d'existence et nous faisions un constat, celui d'un système ferroviaire en crise, tant dans le fonctionnement entre la SNCF et RFF, qu'en termes financiers, un constat aussi exprimé par nos concitoyens et illustré parfois dramatiquement par des accidents. Je pense notamment, puisque nous sommes à quelques jours du terrible accident de Brétigny, combien nous devons mesurer la responsabilité qui est la nôtre lorsque nous parlons de la réforme du ferroviaire, de la nécessité de modernisation, de l'enjeu que le ferroviaire représente pour notre nation. À l'époque, j'annonçais la nécessité d'une vaste réforme du système ferroviaire, une réforme devant lui redonner du souffle, de la clarté et de l'efficacité. Nous avons engagé une très large concertation, de nombreux mois, avec l'ensemble des parties prenantes, et le projet de loi fut présenté en Conseil des ministres, ce fut le 16 octobre dernier. Il a été adopté par l'Assemblée nationale le 24 juin, après des échanges intenses, constructifs, et une actualité qui n'était pas moins intense. Et je sais combien le débat ici, ce fut le cas en commission, mais ce sera le cas en séance publique, sera d'une réelle richesse, d'échanges qui doivent nous amener à peaufiner, améliorer le texte encore. Et je souhaite que par ce débat, par nos échanges, par l'amélioration du dispositif voté par l'Assemblée nationale, nous puissions adresser un message de confiance en le système ferroviaire français, un espoir en son avenir, mais aussi que nous puissions dessiner un projet qui soit un projet ambitieux pour le système ferroviaire français, mais aussi pour nos territoires. Ambitieux parce qu'il exige de la nation qu'elle s'empare de l'enjeu ferroviaire, qu'elle se réapproprie les enjeux d'aménagement du territoire. Je sais combien vous y êtes sensibles et combien c'est une réalité majeure de ce qui doit apporter de la cohésion, cohésion sociale, développement économique, développement industriel sur nos territoires. C'est aussi cela le défi du ferroviaire, c'est aussi cela le patrimoine ferroviaire national. C'est une réforme qui peut paraître technique, même si elle fut largement vulgarisée ces dernières semaines, mais qui n'en est pas moins une réforme de progrès, une réforme moderne et qui poursuit un certain nombre d'objectifs, 5. Le premier objectif est celui d'affirmer un secteur et un service public renforcés, mieux pilotés, avec un État qui impulse et qui agit sous le contrôle de la nation, de ses représentants qui seront désormais associés. Le deuxième objectif est la mise en place d'un gestionnaire d'infrastructures unifié et la création d'un groupe public qui soit un groupe public industriel intégré, la nouvelle SNCF, et qui sera un enjeu majeur et puissant du ferroviaire en Europe et dans le monde. Car il y a derrière cette notion du ferroviaire un véritable enjeu, je le disais, une véritable vitrine, une vitrine qui est celle du savoir-faire industriel ferroviaire français. Le troisième objectif est la mise en place d'un pacte national qui doit assurer à terme l'équilibre financier du système ferroviaire. Je sais là aussi combien vous y êtes sensible. Quatrième objectif, la nécessité, parce que le monde ferroviaire évolue,
d'assurer la construction d'un cadre social commun à l'ensemble des acteurs du ferroviaire. Parce que, en effet, en maintenant le statut des cheminots, en unifiant la famille cheminote, nous devons aussi avoir présent à l'esprit que le paysage ferroviaire évolue, qu'il existe désormais plus d'une dizaine d'opérateurs qui agissent dans le ferroviaire et qu'il ne saurait pas y avoir des règles disparates, synonymes de concurrence déloyale et faussée, et j'y reviendrai. Et enfin, la nécessité, parce que nous avons un grand groupe intégré, de renforcer le rôle du régulateur et de garantir l'impartialité dans l'accès au réseau. Je vous propose de revenir, non pas brièvement, mais les débats nous permettront d'approfondir les propos de cette discussion générale sur chacun de ces 5 objectifs. Tout d'abord, renforcer le service public. C'est une nécessité. Il faut redonner du contenu à la notion même de service public ferroviaire. Car, je l'indiquais à l'instant, le paysage ferroviaire a beaucoup évolué. Le service public ne se limite pas à la seule mise en œuvre de conventions de service public. C'est aussi et surtout la sécurité, la sûreté, la qualité et la continuité du service public. Ce sont des attentes de la part de nos concitoyens et des usagers. Il faut aussi faire respecter par tous les exigences de ce service public ferroviaire. Il faut que nous puissions favoriser la coordination entre les différentes autorités organisatrices, l'État, bien sûr, mais aussi les régions. Il nous faut veiller à la qualité de service, à la sécurité, à l'efficacité de tous les acteurs du ferroviaire et pas à la seule SNCF. Il faut redonner une stratégie ferroviaire à notre pays. Il faut en finir avec des décisions qui, nous le savons, ont été souvent des décisions d'opportunité, qui ont été dictées par une vision à court terme. Le projet de loi crée un certain nombre d'instruments, d'outils pour nous permettre de mettre en œuvre cette stratégie. Elle illustrera le retour de l'État et plus largement le retour de la puissance publique. Ce sera la fonction du Haut Comité du ferroviaire. Qu'est-ce que le Haut Comité du ferroviaire ? C'est un lieu qui n'existe pas aujourd'hui et qui manque, qui permet l'association des élus, des régions, des entreprises, des organisations syndicales, bref, de tous les acteurs qui sont amenés à contribuer à la structuration, à l'orientation de l'avenir même du système ferroviaire. En effet, ce n'est pas à la seule SNCF, au seul groupe SNCF, historique certes, mais pour autant, n'est pas avec ce monopole de déterminer ce qui est un enjeu pour la nation tout entière. Remettons les enjeux d'efficacité économique, d'équité territoriale, de puissance industrielle, qui sont stratégiques pour le pays, au cœur même des lieux de décision. Le Parlement, et vous le savez, trop longtemps tenu à distance, pourra ainsi se saisir, s'il le souhaite, de ces enjeux d'avenir. Le texte le prévoit. Il nous faut pouvoir l'amener à prendre position régulièrement, sous forme de surveillance, sur les enjeux financiers, sur les enjeux d'aménagement du territoire, sur les enjeux environnementaux et sociaux du système ferroviaire. L'État fixera enfin les objectifs du groupe public SNCF. J'y reviendrai, mais il le fera à travers des contrats qui seront conclus. C'est l'État qui dressera les perspectives et impulsera la dynamique. L'Assemblée nationale a souhaité renforcer ces aspects. Je sais pouvoir compter sur vous, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, pour contribuer au renforcement de la nation et de l'État dans cette logique, cet objectif et cet enjeu. Le deuxième axe de la réforme consiste en la mise en place d'un gestionnaire d'infrastructures unifié et la création d'un groupe public industriel intégré réunifiant la famille cheminote. C'est un constat qui est fait par tous. Le fait d'assister à une forme d'atomisation des fonctions, d'éclatement des structures, des rôles, des missions. Aujourd'hui, RFF comme la SNCF souffrent de ce manque de cohésion qui, pourtant, devrait être le gage d'efficacité. Le constat est là. Le dialogue existe peu ou n'existe plus entre ces structures.
Les synergies sont à recréer. Il est indispensable pour la France de pouvoir disposer d'un acteur public majeur sur le plan national, mais aussi au niveau européen et mondial. Je vous propose de créer ce groupe public puissant, rassemblant les fonctions en son sein, les fonctions liées à l'infrastructure, d'une part, réunies au sein d'SNCF Réseau, et les missions de l'exploitation, d'autre part, rassemblées au sein de SNCF Mobilité. Il s'agira, je le disais, d'un groupe intégré, parce que nous avons besoin que la famille cheminote poursuive les mêmes objectifs, associe ses forces, ses ambitions, ses volontés. Nous voulons en finir avec ce séparatisme stérile et souvent très pénalisant. L'intégration permettra de gagner en efficacité, qu'il s'agisse de l'efficacité technique, de l'efficacité des investissements, de la mutualisation des coûts. L'impulsion de la dynamique ferroviaire viendra de l'établissement public de tête qui assurera le contrôle, le pilotage stratégique, désignera une partie importante des membres du conseil d'administration du transporteur, donc de la SNCF Mobilité, et du gestionnaire d'infrastructures, c'est-à-dire d'SNCF Réseau. Ce groupe public sera contrôlé par l'État, ou plus précisément, l'État reprendra la place qui doit être la sienne dans la définition d'une stratégie nationale. La SNCF sera dirigée par un directoire composé du président de SNCF Réseau et du président de SNCF Mobilité. Ces deux présidents seront nommés par l'État et seront placés sous l'autorité d'un conseil de surveillance et de son président, qui lui-même sera choisi par l'État. Parce que l'œuvre ferroviaire est une œuvre collective, chacun doit y avoir et y trouver sa place. Bien sûr, il doit y avoir d'autres représentants, et ils sont prévus par les textes que je soumets à votre approbation, représentants des régions. Le rôle des régions s'est accru ces dernières années et de façon considérable dans la structuration d'une offre ferroviaire de proximité. Mais aussi les salariés. Et l'État doit reprendre la main face aux défis qui sont ceux du ferroviaire. Signal fort pour l'efficacité économique et industrielle, SNCF Réseau, c'est-à-dire gestionnaire d'infrastructures, sera enfin unifié. Aujourd'hui, ce sont les agents de la DCF, ce sont aussi les agents de SNCF Infra ou encore les agents d'RFF qui, tous, sont chargés, chacun dans leurs entités, de la gestion de l'infrastructure. Ils sont tous séparés, éclatés, avec, je le disais, une séparation qui invite à ne pas faire converger les volontés communes, et je crois pouvoir dire qu'ils ont même été opposés. Or, je pense que, et vous en conviendrez, ce n'est pas en séparant des personnes qui doivent travailler ensemble, ceux qui gèrent l'infrastructure d'une part et ceux qui l'utilisent, que nous pouvons donner les gages d'une plus grande efficacité. C'est bien le contraire. Nous devons les rassembler. Et là encore, l'actualité nous en a donné une démonstration flagrante. Nous y reviendrons dans nos débats. Je le disais, cette entreprise que nous proposons, c'est un groupe unifié qui permettra de mobiliser toutes les énergies et de faciliter aussi, et c'est important, les mobilités internes, de faire en sorte que là où nous devons décider l'investissement, ce soit en cohérence avec le service et que nous soyons sensibles au fait que investissement et utilisation des infrastructures puissent aller de pair. Le troisième axe de la réforme est la conclusion d'un pacte national pour sauver et assurer financièrement la pérennité de ce qui est pour nous un modèle de service public ferroviaire national. Aujourd'hui, nous en sommes conscients, ce sont automatiquement, chaque année, plus d'1,5 milliard d'euros de dettes nouvelles générées par le système. Et même au-delà, si l'on intègre la construction actuelle de 4 lignes à grande vitesse financées par RFF en recourant à l'impôt. Ainsi, nous avons face à nous ce défi. Un certain nombre d'infrastructures ont été financées engageant l'avenir même du ferroviaire. Or, le gouvernement propose dans le projet de loi de stopper l'alourdissement du fardeau de la dette.
Et pour cela, un certain nombre de dispositions nécessiteront la contribution de tous et l'engagement de la Nation. Tout d'abord, il convient de cesser de faire financer les grands travaux par RFF, de le faire par emprunt, sans que nous ne soyons à même de savoir si ceux-ci pourront être remboursés par RFF. Ces dernières années, c'est un constat, RFF a été soumise à l'exigence de l'État. L'État s'est déchargé sur RFF pour financer les LGV. Quelle en est la conséquence? De moindres financements pour l'entretien et la modernisation de nos lignes de train du quotidien. Et vous en êtes tous les témoins, chacun sur vos territoires, m'interpeller pour m'indiquer combien telle ou telle nécessité de remise à niveau. Et le constat qui m'accueillait lors de ma nomination il y a plus de 2 ans, qui était celui de l'École polytechnique de Lausanne sur le niveau de dégradation du réseau ferroviaire, en était un constat supplémentaire. Nous devons assurer le maintien au niveau, la modernisation, le renouvellement. Et pour cela, il ne saurait être question de passer cette réalité au second plan, parce qu'il s'agit du patrimoine national, parce qu'il s'agit de ce qui doit être préservé, ce qui doit être développé, mais aussi modernisé. Nous avons résolument, par ce texte, souhaité mettre un terme à cette politique de la course en avant qui s'est affranchie de toute obligation de financement, qui a laissé porter aux générations futures une dette qui, aujourd'hui, est lestée de plus de 40 milliards. Depuis 2 ans, j'ai tenu, sous l'autorité des premiers ministres Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, à redéfinir clairement les priorités en matière de politique de transport. Priorité a été donnée au transport du quotidien. Citons 2 exemples. Tout d'abord, le schéma national des infrastructures de transport, avec le célèbre rapport Duron, et la mise en place, ce qui nous concerne prioritairement, d'un plan ambitieux de modernisation du réseau ferroviaire. Mais ce plan de modernisation n'a de sens que si nous avons un regard qui est un regard d'ensemble, que si nous restructurons le système ferroviaire, que si nous avons le souci de l'efficacité économique, que nous avons le souci de mettre en place une véritable stratégie d'investissement de l'ensemble du système. Nous devons également optimiser le savoir-faire, la capacité, la compétence. Nous devons faire en sorte que cette ingénierie, cette capacité, qu'il s'agisse de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des agents, des RFF, de la SNCF, soit réunie, coordonnée, optimisée et donne enfin la fierté retrouvée à la famille cheminote. Deuxième disposition, l'État prendra part à cet effort financier. Imaginez, pour ceux qui ne le savent pas, car ce n'est pas vulgarisé, que l'État reçoit aujourd'hui des dividendes sur le ferroviaire, alors même que le ferroviaire est endetté à plus de 40 milliards d'euros. Il faut donc remettre de la logique, il faut donc être responsable, et nous proposons donc le reversement des dividendes du transporteur vers le gestionnaire d'infrastructure, et nous proposons également la compensation fiscale au sein du groupe des excédents et des déficits. Le transporteur et le gestionnaire d'infrastructure, ainsi, participeront à cet effort par des mesures d'optimisation, d'efficacité, de meilleure organisation du travail. Enfin, nous vous proposerons une règle qui soit celle du rétablissement des équilibres financiers qui fasse l'objet d'un contrat avec l'État. Ce pacte national n'a pas pour objectif ni pour effet, comme je l'ai entendu ces dernières semaines, de dégrader les conditions de travail, de dégrader le niveau de rémunération des cheminots. En particulier, il ne remet pas en cause le statut des cheminots. Cela a été une contre-vérité véhiculée à des fins de mobilisation. Il a, au contraire, pour ambition de préserver, de renforcer et développer le service ferroviaire français. Le projet de loi donne ainsi les instruments au futur groupe pour stabiliser en 10 ans son endettement. Cet effort est un effort indispensable.
Il ne règle pas le fardeau de la dette historique, j'en conviens. L'État n'a pas aujourd'hui, et vous le savez, les moyens de reprendre une partie de cette dette. D'ailleurs, c'est une question de méthode. Il n'y aurait aucun sens à reprendre une partie de la dette sans avoir préalablement remis le système dans une logique vertueuse. C'est précisément ce que propose ce projet de loi. Il prévoit donc que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur les moyens pour traiter la question de l'évolution de la dette historique. Monsieur le rapporteur, cher Michel Teston, je sais que vous êtes sensible à cette question. Vous avez souhaité d'ailleurs en commission aller plus loin et je salue cette position. Quatrième axe de la réforme, le volet social. Que n'ai-je entendu, là encore, ces dernières semaines? J'ai conscience des inquiétudes, elles ont été exprimées, parfois même véhiculées, utilisées. Mais certains ont fait dire au projet de loi ce qu'ils ne disaient pas. Et cette nouvelle lecture me permettra d'y revenir et d'en faire démonstration devant vous. Ces inquiétudes, je ne les ignore pas, et précisément c'est parce qu'elles existent que nous souhaitons y apporter réponse. La France ne peut sans conséquence s'engager dans une bataille sociale du rail. Et depuis 2 ans, c'est cet esprit de dialogue qui s'est imposé, avec la volonté de travailler avec l'ensemble des organisations syndicales, avec les groupes parlementaires. Vous en avez été les acteurs, les témoins. C'est ce souci du dialogue social qui a animé mon travail, celui de mon équipe, avec pour seul objectif de faire réussir le ferroviaire français du quotidien. Je souhaite réaffirmer avec force ma conviction et ma méthode, celle de l'importance du dialogue social pour accompagner les changements. Ils sont indispensables. Changements dont la SNCF a besoin. Tout le monde en est conscient. Les usagers les premiers. Mais les acteurs eux-mêmes en sont quotidiennement conscients et là encore nous témoignent de la nécessité de réforme. Je souhaite d'ailleurs, je le dis avec beaucoup, là aussi, de conviction, mais aussi de solennité, je souhaite saluer l'esprit de responsabilité. Je souhaite remercier les organisations syndicales représentatives qui ont souhaité s'engager en signant les accords de modernisation le 13 juin dernier. Ces accords de modernisation, vous voyez, vous vous trompez, Monsieur le ministre, permettez-moi de répondre à votre interpellation. Il est des syndicats qui s'engagent, qui signent, qui négocient et qui permettent d'éviter des conflits sociaux qui peuvent en effet être préjudiciables aux usagers. Je salue donc cet esprit de responsabilité. Je suis persuadé que vous n'aviez pas bien entendu le sens de ma formule, sinon vous auriez approuvé mes propos. Les accords qui ont été signés sont des accords qui se sont traduits par des avancées. Elles ont été d'ailleurs actées, adoptées, améliorées à l'Assemblée nationale, notamment pour ce qui concerne les termes d'intégration sociale du futur groupe. Le groupe disposera d'instances représentatives du personnel centralisées, de délégués syndicaux centraux portant la négociation sociale au niveau transversal. Cette intégration se fera aussi par la gestion des ressources humaines qui sera pilotée au niveau de l'EPIC de tête, avec, et c'est important, la gestion coordonnée des parcours et de la mobilité au sein même de cette grande entreprise, de ce grand groupe public. Il s'agit tout simplement de donner concrétisation à mes propos et à notre volonté, c'est-à-dire de permettre à chaque cheminot, par la mobilité sociale, par un parcours professionnel, d'avoir des perspectives de progression, de changer de métier, de changer de formation, de pouvoir apporter, mais aussi apprendre, de donner des perspectives nouvelles à sa carrière, de pouvoir faire en sorte que la découverte d'autres métiers soit un signe de modernisation, de progression individuelle et professionnelle. Cela sera garanti par ce texte. Il s'agit d'accompagner l'ambition collective, celle du futur groupe public SNCF, mais aussi les aspirations légitimes de chacun de ses salariés. Le volet social est important, car c'est l'avenir du service public.
Et cet avenir du service public ne peut se faire sans qu'il existe un cadre social commun à l'ensemble des acteurs du secteur ferroviaire. Vous le savez, depuis maintenant un certain nombre d'années, le ferroviaire est désormais, pour ce qui est de sa partie fret, ouvert à la concurrence. Pourtant, ceux qui ont été les promoteurs de cette ouverture à la concurrence n'ont pas pris un certain nombre de précautions qui, désormais, déstabilisent le secteur ferroviaire fret. Je pense notamment à des précautions permettant d'éviter la mise en place d'une concurrence qui ne soit pas faussée, d'éviter qu'il y ait des règles disparates qui s'appliquent à chacun des acteurs. Il faut donc qu'il y ait des règles sociales qui soient des règles sociales communes, qui ne laissent pas la charge au secteur public et les profits au secteur privé. Ces erreurs qui ont été commises lors de la libéralisation du fret, je souhaite qu'elles ne soient pas reproduites. D'abord parce qu'un calendrier européen se présentera à nous, et nous y reviendrons, que pour défendre un service public, encore faut-il le moderniser et le préparer à ces rendez-vous qui conditionneront son existence et son avenir, et que l'on ne peut pas laisser la libre concurrence s'exercer sans même qu'il y ait un minimum de règles qui s'imposent à tous. C'est ainsi que nous pourrons avoir une véritable politique publique ferroviaire, respectueuse des enjeux, je le disais, de sécurité, d'aménagement du territoire, mais aussi d'une vision qui doit être une vision partagée, industrielle et de développement économique. Par ailleurs, je n'ai pas souhaité, et là encore je répondrai certainement à des interrogations qui ne manqueront pas d'être posées, je n'ai pas souhaité, et je l'ai dit dès les premiers jours de ma prise de fonction, devancer une mise en concurrence sans que nous n'ayons préalablement permis à l'entreprise nationale d'être efficace, d'être compétitive. De ne pas laisser l'ouverture du marché sans qu'un certain nombre de garde-fous s'appliquent à chacun. C'est ma méthode, notamment la raison pour laquelle ce projet de loi, aujourd'hui, n'a pas souhaité anticiper des dates d'ailleurs fort incertaines, puisque lorsque, là encore, je prenais mes premières fonctions ministre des Transports, il m'était indiqué un calendrier européen opposable, alors même que celui-ci ne l'était pas. Preuve en est, nous n'avons toujours pas de façon certaine les dates de l'ensemble de la libéralisation du secteur. Et que par ailleurs, c'était ne pas penser à peut-être d'autres périodes ont illustré l'absence de vigilance de l'État, du gouvernement de la France au niveau européen, mais que désormais nous sommes dans l'exigence. Et que lorsque nous engageons des négociations au niveau européen, des discussions avec le commissaire européen, ce n'est pas pour reculer, mais c'est bien pour, au contraire, faire triompher une vision qui est la nôtre et ne pas anticiper des réformes qui nous seraient imposées sans même que nous fassions valoir un certain nombre des principes qui sont ceux que j'expose devant vous. Ainsi, contrairement à un certain nombre d'esprits pétris du dogme libéral, je n'ai pas souhaité anticiper des échéances et je souhaite encore les négocier pied à pied au niveau européen. Je veux des règles qui soient protectrices et qui soient appliquées à tous. Nous devons donc proposer de construire un cadre social qui soit un cadre social commun. Personne ne dit jamais autre chose lorsqu'il s'agit de la concurrence. La concurrence, elle doit se faire à règles égales pour chacun des acteurs européens, l'occasion de sacrifier ce qui représente l'enjeu de l'équilibre des territoires et qui serait sacrifié au profit de logiques purement financières. La bataille du rail, elle est désormais économique. Elle se joue, et vous le savez, au niveau européen. Le projet de loi est, je le dis et je l'assume, une réelle avancée contre un certain nombre de velléités, je les entends, à chacun des conseils des ministres européens, mais pas seulement d'ailleurs, parfois dans le cadre interne, et contre des volontés contre un certain nombre de velléités d'une concurrence déchaînée. Non, ce projet de loi, au contraire, souhaite apporter une forme de protection, de renforcement, de mettre en place l'armature d'un édifice public sécurisé, prêt à affronter l'avenir. Non pas se tourner vers le passé, y être nostalgique, mais au contraire, assurer la modernisation du ferroviaire. Dernier point,
Nous aurons à assurer que le cadre de la régulation s'applique. Et quelques mots avant que nous n'y venions, y compris sur des amendements qui ne manqueront pas d'être déposés et débattus, grâce à un régulateur extérieur, puisque lorsque nous souhaitons la puissance d'un groupe public intégré, il faut que nous puissions avoir un régulateur qui réponde, là pour le coup, à un certain nombre de garanties d'accès au réseau. L'accès au réseau dans des conditions transparentes. Le régulateur aura un rôle central dans ce nouveau dispositif. Il devra veiller à ce que le système ne dérive pas et il sera attentif, ce seront ses compétences, à ce que la réalité financière soit, et la stratégie, la directive financière soit scrupuleusement maintenue. Je suis aussi attaché à son indépendance. C'est pourquoi, par exemple, j'ai soutenu, c'était à l'Assemblée nationale, des initiatives visant à avoir un avis conforme de l'ARAF, non seulement pour le péage, mais aussi pour les redevances gares. L'existence d'un régulateur fort est une contrepartie, je le disais, nécessaire à un groupe ferroviaire fort. Pour terminer mes propos, je tiens à dire ici que je sais le rôle qui est le mien dans la responsabilité de ce débat. La responsabilité qui est celle que j'ai devant vous, qui est à la fois la nécessité, et je l'ai fait, de défendre un héritage commun, qui est l'héritage humain aussi d'une histoire du ferroviaire, qui est intimement liée avec le patrimoine de notre nation, sa réalité, ses territoires, mais aussi la nécessité qui est la nôtre, en évoquant et en abordant ce texte, de permettre que cette histoire ne soit pas une histoire du passé, mais qu'elle puisse au contraire se poursuivre et s'amplifier. Il y a dans notre histoire une symbolique qui est très forte du ferroviaire. Il y a dans notre pays une réalité qui est très forte de cette structuration du pays grâce au ferroviaire. C'est celle de l'image du progrès qui a été initiée, notamment en première partie du XIXe siècle. Mais nous ne sommes plus à ces périodes de fondation. Nous sommes peut-être à un nouveau tournant pour le ferroviaire, une forme de refondation. Nous devons aborder un contexte qui est un contexte européen, voire mondialisé. Nous avons la réalité de l'industrie ferroviaire française qui est une grande richesse et que nous soutenons et pour lequel nous devons avoir une vision, l'État stratège, de soutien, d'impulsion, imaginée. Tout de même, mais là aussi, les débats qui seront là encore enrichis de vos expériences, que lorsque nous parlons des lignes nationales, lorsque nous parlons des trains d'équilibre du territoire, nous nous sommes confrontés à une réalité, c'est que d'un point de vue industriel, il n'existait pas de trains susceptibles de remplir ces missions pour le remplacement des corails, les fameuses intercités, et que l'industrie ferroviaire elle-même n'avait pas anticipé ce que pouvait être une vision stratégique de l'organisation des réseaux, de la complémentarité entre le train régional, le train national et la grande vitesse. Il fallait bien qu'il y ait donc une impulsion. Nous donnons les lieux de cette impulsion. Et je remercie Arnaud Montebourg, d'ailleurs, d'avoir, à mes côtés, présidé à plusieurs reprises le comité stratégique ferroviaire, d'avoir donné les budgets nécessaires. Monsieur Louis Nègre ne pourra pas méconnaître cette réalité. Il ne pourra pas nous priver des discours dans d'autres responsabilités qui sont les siennes, qui souvent mettent en exergue l'action du gouvernement dans ce domaine ferroviaire. Il ne pourra pas vous priver de ce satisfecit. Parfois, nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons encore progresser, mais on voit que pour la première fois, nous avons une véritable impulsion donnée, preuve en est, la volonté exprimée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a été confirmée par Manuel Valls, de pouvoir, pour la première fois depuis 30 ans, voter et commander les financements de renouvellement en perspective de 2025 de l'ensemble des trains d'équilibre du territoire. 30 ans qu'il n'y avait pas eu la moindre commande, le moindre renouvellement de matériel roulant. Et le tout en pleine discussion, cohésion avec les acteurs économiques. Lorsque nous lançons les autoroutes ferroviaires, dois-je parler là aussi de la stratégie qui est la nôtre, de pouvoir accompagner les enjeux industriels des territoires autour de ces grandes autoroutes ferroviaires. Nous sauvons l'industrie du ferroviaire. Et j'aurai l'occasion dans les tout prochains jours
d'aller visiter les industries lourdes qui, là encore, étaient pleinement dépendants de la commande publique. Nous l'avons honoré, nous avons impulsé une démarche nouvelle, nous avons sauvé l'emploi et nous avons mis un fonds qui est un fonds dédié aux ferroviaires, permettant, sur le modèle de l'aéronautique, de faire en sorte que les grands acteurs puissent accompagner les PME, les ETI, et de pouvoir créer en quelque sorte un véritable cluster des activités ferroviaires. Nous sommes des leaders mondiaux. C'est vrai des infrastructures, c'est vrai des cœurs de voie, c'est vrai du matériel roulant. Nous avons encore, il y a quelques jours, des grands marchés qui sont des marchés ferroviaires, urbains ou non, qui ont été à l'étranger gagnés par les opérateurs français. Nous devons donc nous-mêmes poursuivre, impulser, donner une chance supplémentaire, faire en sorte que nous soyons et nous mettions le système ferroviaire non pas hors de son temps, comme j'ai pu l'entendre, parfois où j'ai peut-être eu à le regretter de la part d'un certain nombre de positions, mais au contraire de le placer face à des défis qui sont des défis d'avenir, de le faire avec conviction, avec respect par rapport à tous ceux qui ont la compétence et qui la mettent à la disposition de cette industrie et de ses acteurs. Nous ne sommes pas favorables, nous l'avons démontré, et nous avons gagné cette discussion européenne, alors même que d'autres nous mettaient en prévention sur d'éventuelles euro-incompatibilités de textes qui eux-mêmes n'étaient pas opposables à la volonté de la France. Nous avons à peser de tout notre poids au niveau européen. Nous avons à faire dominer ce qui est notre vision du ferroviaire. C'est notre responsabilité comme grande nation ferroviaire européenne. Nous sommes opposés à un modèle unique, avec des règles uniques, souvent destructrices. Nous avons souhaité, au contraire, que nous n'ayons pas à nous affranchir de la réalité du patrimoine même ferroviaire, que nous puissions conjuguer compétitivité, réalité économique, filière industrielle, et que nous ayons notre capacité au niveau européen à organiser la gouvernance même du système ferroviaire, là où d'autres essayaient de nous imposer un système d'organisation unique. Eh bien, la France, qui pendant trop longtemps a été absente de ces enjeux ces dernières années, je crois pouvoir le dire, a retrouvé sa place au niveau européen dans les discussions européennes. Encore fallait-il qu'elle l'occupe, qu'elle y soit présente et qu'elle soit exigeante. Encore fallait-il qu'elle sache nouer les alliances nécessaires avec les grandes nations ferroviaires. Je pense à nos amis allemands avec lesquels nous avons réussi à travailler sur la vision qui est la nôtre des différents paquets ferroviaires et de l'organisation de la gouvernance européenne. Et nous avons fait reculer ce qui devait s'imposer à l'Europe du ferroviaire, une vision unique qui était celle d'un libéralisme que j'ai qualifié tout à l'heure. Voilà le message que je souhaite vous adresser, voilà le message que je souhaite porter devant vous, devant les représentants de la nation. Je souhaite en effet que nous puissions refonder le système ferroviaire, redonner force et vigueur, redonner vertu, mais aussi confiance en le service public. Nous devons aujourd'hui tracer des perspectives qui sont celles de progrès et donner à la France le maillage nécessaire, tant industriel, économique, mais aussi humain, de ce que le service public peut apporter à chacun de nos territoires. Voilà l'enjeu de ce projet de réforme ferroviaire. Je sais qu'il va nous occuper de longues heures, de longues journées, dans un climat que je souhaite, parce qu'il est apaisé. Le débat et le dialogue social l'ont emporté. C'est ce qui est pour moi la priorité. Le dialogue social est celui qui a permis de faire prendre conscience de ce que l'avenir du ferroviaire méritait d'une mobilisation commune, avec une volonté de modernisation, mais aussi des réponses aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Michel Teston, rapporteur de la Commission du développement durable. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur de la Commission des finances, chers collègues, la réforme ferroviaire est nécessaire et urgente. Elle assure la cohérence du système ferroviaire tout en étant euro-compatible. Comment, en effet, ne pas replacer cette réforme dans son contexte européen? Les discussions sont en cours autour d'un 4e paquet ferroviaire avec de nouvelles étapes d'ouverture à la concurrence. Ce projet de loi n'a pas pour objet d'anticiper ces étapes qu'à titre personnel, je n'appelle pas forcément de mes vœux. Ceci étant, nous devons nous préparer à cette échéance, faute de quoi la SNCF risque de connaître les mêmes déconvenues que sa filiale Fret SNCF lors de la libéralisation du fret. Pour cela, nous devons faire disparaître les 3 handicaps dont souffre notre système ferroviaire. Premier handicap, la séparation de la gestion de l'infrastructure entre 2 entités, RFF et la SNCF, ainsi que l'a prévu la loi de 1997. Cette séparation, inédite dans le monde, n'est aujourd'hui plus défendue par personne, comme l'ont montré les conclusions des Assises du ferroviaire organisées à l'automne 2011. Elle a été à l'origine de nombreux dysfonctionnements dans l'entretien du réseau, surcoûts de gestion, manque de réactivité, dilution des responsabilités, etc. Deuxième handicap, une dette colossale pèse sur notre système ferroviaire. Elle atteint aujourd'hui 44 milliards d'euros au total, dont 37 milliards pour RFF. La réforme de 1997 a laissé ce problème sans solution, puisque RFF a été considéré dès le départ comme une structure de défaisance de la dette. L'État, qui cherchait à maîtriser son endettement pour satisfaire aux critères de Maastricht, n'avait pas souhaité reprendre une partie de la dette de la SNCF, contrairement à ce qui avait été fait en Allemagne quelques années auparavant pour la Deutsche Bahn. Réseau Ferré de France s'est donc retrouvé avec plus de 20 milliards d'euros de dette issus de la SNCF, sans qu'aucune mesure structurelle n'ait été prise pour réduire sa progression. Par la suite, la double dérive des coûts de gestion du réseau existant et de développement des lignes nouvelles a conduit à l'emballement de la dette que nous connaissons aujourd'hui. Si l'on ne fait rien, la dette du réseau pourrait atteindre près de 70 milliards d'euros en 2025. Cette situation n'est pas soutenable. Troisième handicap, notre système ferroviaire a souffert d'une insuffisante préparation à l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. En l'absence d'un cadre social homogène, cette impréparation a conduit à un rapide effondrement de l'activité de fret SNCF. Ces handicaps ont été d'autant plus dommageables que l'État n'a pas su ou pas pu jouer le rôle d'arbitre qui aurait dû être le sien dans les conflits entre RFF et la SNCF. Il s'est peu impliqué dans les questions stratégiques, laissant ainsi d'importantes marges de manœuvre aux 2 établissements. Ces éléments de contexte doivent suffire à démontrer l'absolue nécessité de cette réforme et l'urgence qu'il y a à agir. Ce projet de loi apporte des réponses concrètes aux difficultés que je viens d'évoquer. Il marque le retour de l'État stratège. Il crée un gestionnaire d'infrastructures unifié, SNCF Réseau, qui rassemble en son sein les activités aujourd'hui exercées par RFF, la DCF et SNCF Infra. Il insère le gestionnaire d'infrastructures, SNCF Réseau, et l'exploitant des services de transport ferroviaire, SNCF Mobilité, dans un même groupe public ferroviaire, la SNCF. Dans le jargon européen, on parle d'une structure verticalement intégrée. Il s'agit en quelque sorte de mettre en place une holding ferroviaire à la française, tout en conservant le statut d'EPIC de ses différentes composantes. L'expérience passée et la réalité du terrain ont en effet montré que seul un système intégré pouvait être réellement efficace. Pour un fonctionnement optimal du réseau, les problématiques d'entretien du réseau et les contraintes d'exploitation ne peuvent pas être systématiquement dissociées. C'est d'ailleurs une organisation similaire qu'a choisie la Deutsche Bahn.
ce modèle intégré, qui a pourtant fait ses preuves, n'a pas eu, dans les premiers temps, Monsieur le ministre l'a rappelé, les faveurs de la Commission européenne qui voulait aller jusqu'à l'interdire. Fort heureusement, vous avez su, Monsieur le ministre, démontrer qu'il s'agissait d'un modèle pertinent face au modèle opposé d'une séparation intégrale entre la gestion de l'infrastructure d'une part et l'exploitation des services de transport d'autre part. Eh bien, il nous revient désormais d'appuyer la position que vous avez prise en adoptant ce texte. En parallèle de cette intégration, ce texte offre aux concurrents de la SNCF de réelles garanties d'indépendance dans l'exercice des fonctions dites essentielles, à savoir la tarification et l'allocation des sillons en conformité avec le droit européen existant. La RAF, dont le rôle a été considérablement renforcé, surtout après l'examen du texte à l'Assemblée nationale, contrôlera le respect de ces exigences. Ce texte comporte également des mesures fortes destinées à mettre fin à la dérive financière du système. Le pilotage du système ferroviaire sera renforcé puisque le projet de loi organise le retour de l'État stratège et met en place des outils destinés à maîtriser l'endettement du système. Les contrats signés entre l'État et les différents EPIC du groupe, ainsi qu'une règle de maîtrise de l'endettement dont l'application sera surveillée par la RAF. L'autorité se voit ainsi dotée d'un nouveau rôle qu'on pourrait qualifier de régulateur économique du système. Enfin, ce projet de loi pose les bases d'un cadre social commun à l'ensemble des salariés de la branche ferroviaire qui sera élaboré pour l'essentiel par les partenaires sociaux, mais sur la base d'un décret socle. L'Assemblée nationale a substantiellement et utilement complété ce projet de loi sous l'impulsion de son rapporteur, Gilles Savary, dont je voudrais souligner devant vous la compétence et l'engagement. La Commission du développement durable du Sénat a de son côté préservé les équilibres atteints à l'Assemblée nationale tout en complétant le texte sur plusieurs points. À l'article 1er, les députés ont largement pris en compte les aspirations des cheminots en renforçant l'intégration du groupe public ferroviaire. Ce travail important a été salué par la Commission du développement durable du Sénat. Il est essentiel que nous conservions les gages obtenus en termes de réunification de la famille cheminote. Les députés ont aussi complété les dispositions du texte relatives à la gouvernance en ajoutant au Haut Comité du système de transport ferroviaire un comité des opérateurs du réseau composé des clients de SNCF Réseau. Dans ce domaine, notre commission a prévu la participation des associations de protection de l'environnement agréées au Haut Comité du système de transport ferroviaire. Elle a aussi prévu à l'article 2 que le Haut Comité délibère annuellement sur des recommandations d'action et des propositions d'évolution du contrat signé entre SNCF Réseau et l'État. Notre commission a salué les différentes mesures visant à renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur le système de transport ferroviaire, telles que la transmission systématique au Parlement des projets de contrat signés entre l'État et les établissements du groupe public ferroviaire ou la mise en place d'un schéma national des services de transport. Nous y avons ajouté la présence d'un député et d'un sénateur au conseil de surveillance de la SNCF. À l'article 2, l'Assemblée nationale a précisé la règle de maîtrise de l'endettement du réseau en distinguant d'une part les investissements liés à la maintenance du réseau, c'est-à-dire les investissements de renouvellement, d'autre part les investissements de développement du réseau. Notre commission a adopté plusieurs amendements de clarification rédactionnelle, dont deux importants présentés par François Patriat au nom de la commission des finances. Au même article 2, notre commission a adopté un amendement identifiant SNCF Réseau comme le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national. Il nous a semblé nécessaire d'écarter toute perspective de démantèlement du réseau ferré national, même si certaines délégations strictement encadrées sont possibles. Dans le même esprit, nous avons accepté les articles 2 bis A et 2 bis B qui ouvrent la possibilité aux régions de racheter certaines petites lignes d'intérêt purement local afin de ne pas les laisser se détériorer et qui permettent aux régions de créer ou d'exploiter des lignes d'intérêt régional. Sont aussi réglés certains cas
ponctuels, comme celui de la ligne Digne-Nice, dont la région PACA pourra devenir gestionnaire de pleine compétence. Comme le précédent, cet article ne remet pas en cause l'unicité du réseau national, puisque seules des infrastructures d'intérêt local sont visées. L'article 2 ter prévoit la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement sur les solutions à mettre en œuvre pour traiter de l'évolution de la dette historique du système ferroviaire. Notre commission a souhaité inclure explicitement dans ce rapport l'examen d'une reprise par l'État de tout ou partie de la dette de SNCF Réseau. Le portage par SNCF Réseau d'une dette qu'il ne peut amortir et dont l'État est de facto le garant n'est en effet pas légitime. Cette dette représente chaque année des charges financières considérables qui gagneraient à être investies dans l'entretien et la régénération du réseau. À l'article 4, les pouvoirs de la RAF ont été sensiblement étendus par l'Assemblée nationale. Son avis conforme sur les redevances d'infrastructure a été rétabli et étendu aux redevances des gares et relatives à l'accès aux infrastructures de service. L'autorité sera en outre chargée de veiller à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions essentielles. Nous n'avons pas modifié les dispositions relatives au collège de la RAF, qui conservera 7 membres, comme aujourd'hui, 3 d'entre eux, le président et les 2 vice-présidents, nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, exerçant leurs fonctions à temps plein. Notre commission du développement durable a par ailleurs inscrit dans la loi le principe de la publicité de l'ensemble des propositions, avis et décisions de la RAF, en conformité avec la directive 2012/34 de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen. À l'article 5, qui traite de SNCF Mobilité, les députés ont notamment prévu une décomposition par ligne de compte TER. En commission, nous avons précisé que cette décomposition sera définie pour chaque région et non dans le cadre d'un référentiel commun. Nous avons aussi précisé que le transport ferroviaire de marchandises doit figurer au nombre des objectifs assignés à SNCF Mobilité dans le cadre de son contrat décennal avec l'État, afin de mieux prendre en compte la situation très préoccupante du fret ferroviaire. L'article 5 bis constitue un apport important de nos collègues députés. Il répond à un certain nombre de revendications phares des régions en leur confiant un rôle de chef de file en matière d'aménagement des gares d'intérêt régional, en leur octroyant la liberté tarifaire sous réserve du maintien des tarifs sociaux nationaux, en permettant de leur transférer la propriété du matériel roulant et en imposant une présentation comptable séparée des contrats de service TER. L'équilibre trouvé sur ces points correspond à une solution de compromis que nous souhaitions également, et il nous a semblé judicieux de l'accepter en l'état. Nous avons toutefois souhaité assurer l'effectivité de ces dispositions en introduisant à l'article 5 ter une ressource fiscale dédiée au financement de la compétence transport des régions. On observe en effet un décalage croissant entre les compétences confiées aux régions, qui s'accroissent au fur et à mesure des réformes, et leurs ressources propres, qui diminuent fortement depuis la réforme de la taxe professionnelle. L'option retenue par la Commission est celle proposée par Jean-Jacques Filleul et Roland Ris notamment, d'un versement de transport interstitiel et qui ne concerne que les territoires situés hors périmètre de transport urbain, les PTU, et plafonné à 0,55% de la masse salariale. Alors, mes chers et chers collègues, il n'existe pas de solution parfaite en la matière, mais celle que nous avons retenue nous a semblé moins pénalisante pour la compétitivité des entreprises que celle d'un versement de transport additionnel qui viendrait s'ajouter aux 2% déjà acquittés dans la plupart des grandes agglomérations. Nous avons également introduit un nouvel article 6 bis A qui prévoit la mise en place d'une protection spécifique des circulations ferroviaires contre les effets perturbateurs des ondes émises par les installations radioélectriques tierces. Ce problème, déjà évoqué par Gilles Savary à l'Assemblée nationale, n'a pas pu être traité dans le cadre de la proposition de loi relative à l'exposition aux ondes électromagnétiques, et il est donc important de le régler ici. Autre point important, le volet sécurité et sûreté ferroviaire. L'article 6 ter A
impose une remontée à l'établissement public de sécurité ferroviaire, le PSF, des événements mettant en cause la sécurité ferroviaire et prévoit un mécanisme de sanction en cas de manquement à cette obligation. Je suis favorable à cette mesure qui préfigure l'instauration d'une culture du compte rendu des forts enjeux de la sécurité ferroviaire. Après le terrible accident de Brétigny-sur-Orge, il convient d'afficher la mobilisation de l'ensemble des acteurs du système ferroviaire dans ce domaine. L'article 6 ter pose le principe de libre accès des forces de l'ordre aux véhicules ferroviaires pour l'exercice de leur mission de protection de l'ordre public et l'assortie d'une sanction pénale. Cette mesure vise à faciliter la présence policière à bord des trains nationaux comme étrangers. À l'article 7, qui rattache la surveillance générale, la SUGE, de la SNCF à l'EPIC de tête, les députés ont fait en sorte que la mobilisation de la SUGE soit systématique pour l'ensemble des opérateurs, dès lors que les tarifs associés à ces prestations sont transparents, non discriminatoires et contrôlés par un avis conforme de l'ARAF. Cette solution me paraît efficiente et de bon sens. L'article 9 bis a été introduit par la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale en coordination avec le dépôt de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF. Il s'agit de prévoir l'audition des 2 membres du directoire et du président du conseil de surveillance de la SNCF devant les commissions compétentes du Parlement. Aux articles 10, 11 et 16, les députés ont considérablement clarifié et sécurisé les opérations de transfert de propriété entre les 3 EPIC, à la fois sur les aspects juridiques, comptables et fiscaux, un travail technique que nous avons encore amélioré en commission. La question de la gestion des gardes voyageurs a été soulevée par plusieurs d'entre vous. Les députés ont prévu la remise au Parlement d'un rapport du gouvernement sur le sujet qui devra présenter l'impact d'un transfert des gares à SNCF Réseau ou à des autorités organisatrices de transport. Je suis favorable à cette clause de revoyure dans la mesure où il n'est pas possible de traiter de façon satisfaisante dès aujourd'hui ce sujet éminemment complexe. Quant à l'article 11 bis, il transfère à SNCF Réseau les terminaux de marchandises appartenant à l'État et gérés par SNCF Mobilité, ainsi que certaines installations de services autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretien. En commission, nous avons adopté une solution de compromis en ce qui concerne la liste de référence servant de base au transfert. En cas de désaccord, le transfert sera automatiquement constaté par le ministre sur la base de la référence 2013, ce qui correspond à 399 cours fret, au lieu de la référence 2015, c'est-à-dire 171. Notre principal souci a été d'assurer la pérennité du patrimoine ferroviaire. Il s'agit en effet d'éviter toute reconversion prématurée de biens potentiellement stratégiques ou qui pourraient servir à d'autres opérateurs ferroviaires. Enfin, nous avons approuvé, à l'article 6, l'ouverture aux salariés de RFF qui remplissaient les conditions d'embauche au statut lors de leur recrutement, un droit d'opter pour le statut des cheminots. À l'article 14, le report au 1er juillet 2016 de l'échéance du 1er juillet 2015 pour l'aboutissement de la convention collective, afin de laisser davantage de temps aux partenaires sociaux. Enfin, l'organisation, dans un délai d'1 an à compter de la constitution du groupe public ferroviaire, d'élections professionnelles anticipées. Au total, la Commission du développement durable a estimé que le projet de loi de réforme ferroviaire fournit des outils pertinents pour renforcer le système ferroviaire et assurer son avenir. Nous avons donc adopté ce texte, ainsi d'ailleurs que la proposition de loi relative à la nomination des dirigeants de la SNCF. Chers collègues, je souhaite ardemment que notre Assemblée puisse elle aussi manifester largement son soutien à cette réforme. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à monsieur François Patriat, rapporteur pour avis de la Commission des finances. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, cher Michel, chers collègues, c'est évident qu'après l'excellent rapport de Michel Teston, je me contenterai de parler de ce qui a impacté
notre commission des finances, qui s'est saisie pour avis du projet de loi portant réforme ferroviaire, compte tenu, notamment, de l'endettement préoccupant du système ferroviaire qui atteint, on l'a déjà dit, plus de 44 milliards d'euros, dont 37 milliards d'euros au titre de l'infrastructure. Cette dette, mes chers collègues, monsieur le ministre, l'INSEE l'a reconnu récemment, est en partie une dette publique. Nous avons donc le devoir de la maîtriser, de la stabiliser et à terme de la réduire. C'est un des enjeux de ce projet de loi, un parmi quelques autres, et non moins important. Première étape indispensable pour arriver à réduire cette dette. Unification de l'infrastructure. Nous ne pouvons plus nous contenter d'un système existant dans lequel RFF et SNCF se coordonnent, mais n'arrivent pas à trouver un juste équilibre économique et financier entre des objectifs contradictoires. En l'état actuel, RFF est confronté à un déficit annuel de 1,5 milliard d'euros au titre de la maintenance du réseau existant. En outre, ils doivent également lever 1,5 milliard d'euros pour financer le développement de 4 lignes nouvelles que je ne cite pas ici, mais que vous avez tous en mémoire. D'ici 10 ans, si nous voulons être à la hauteur des besoins de maintenance du réseau, il faudra investir 15 milliards d'euros. C'est l'ambition du grand plan de modernisation du réseau. Dans ces conditions, comment nous satisfaire d'un système sous-optimal? L'unification de l'infrastructure au sein de SNCF Réseau constitue une évidence qu'il était urgent de traduire dans les faits. C'est une amélioration fondamentale dont nous espérons des gains de productivité et de mutualisation à hauteur de 900 millions d'euros par an d'ici 10 ans. De même, l'effort de l'État au titre de l'abandon des dividendes et de l'impôt sur les sociétés devrait soutenir SNCF Réseau à hauteur de 500 millions d'euros par an. Ça, c'est les efforts que consent l'État. Cet équilibre financier repose également sur la réalisation d'un plan de performance du nouvel opérateur SNCF Mobilité pour un montant de 1 milliard d'euros. L'objectif que nous poursuivons, c'est la stabilisation de la dette d'ici 10 ans. C'est un objectif, on le sait, ambitieux, nul ne le conteste, ni les établissements, ni le gouvernement. Il sera formalisé dans les contrats, notamment celui conclu entre l'État et SNCF Réseau, dont l'article 2 du projet de loi détaille les clauses qui devront y figurer, en particulier la trajectoire financière à 10 ans. Le projet de loi comprend 2 garde-fous pour éviter que SNCF Réseau ne s'écarte de la trajectoire financière. Le premier garde-fou, c'est l'autorité de régulation des activités ferroviaires, l'ARAF. Ce régulateur veillera à la bonne exécution du contrat de SNCF Réseau. Il émettra un avis sur le projet de budget annuel du gestionnaire d'infrastructure et l'incitera à le corriger s'il s'écarte de la trajectoire retenue. Le second garde-fou, c'est la règle d'or, ou règle prudentielle pour le financement des investissements de développement, c'est-à-dire l'ouverture de nouvelles lignes qui évitera que SNCF Réseau s'endette de manière inconsidérée. Si on doit ouvrir une nouvelle ligne, alors elle sera financée par les demandeurs et non plus par le gestionnaire de l'infrastructure. C'est aux collectivités, à l'État, si elles veulent des lignes, d'en assumer le financement. Le respect de cette règle d'or, d'ailleurs, est lui-même surveillé par l'ARF. L'objectif de stabilisation de la dette, c'est bien ça dont il s'agit, est-il réalisable? Les interlocuteurs que j'ai rencontrés sont restés très prudents sur la cible visée d'ici 2025. Certains ont évoqué une stabilisation à hauteur de 60 milliards d'euros à cette date. D'autres ne se sont pas avancés. Pour d'autres encore, l'État ne va pas assez loin et les comptes ne seront pas équilibrés à l'horizon de 10 ans. Il est vrai que des contraintes fortes pèsent sur le secteur. La commission des finances a estimé que le scénario retenu est effectivement soumis à des aléas. Le premier de ces aléas concerne les ressources SNCF Réseau. Les hausses de péages d'infrastructures fortes ces dernières années, ces 4 dernières années, seront limitées au moins jusqu'en 2018. SNCF Réseau ne pourra donc pas augmenter les recettes par un effet prix. Quant aux subventions publiques, elles seront au mieux maintenues, mais il est peu probable qu'elles augmentent. L'environnement économique sera par conséquent déterminant pour assurer le dynamisme des recettes de SNCF Réseau. Le second aléa, auquel sont soumis d'ailleurs tous les emprunteurs, est le risque d'augmentation des taux d'intérêt. Il ne vous a pas échappé. SNCF Réseau devra donc engager des efforts très importants sur la dépense. Devant la Commission de développement durable, le président de RFF nous a assuré que 10% de gain de productivité est un objectif atteignable. Il nous a dit « nous les avons sous le pied, écoutons-le et souhaitons-le ». Nous lui donnons donc acte de cet engagement et nous jugerons les résultats.
La commission des finances s'est également demandé si nous pouvions aller plus loin pour redonner des marges de manœuvre à SNCF Réseau. Je veux bien évidemment parler de la question de la reprise de tout ou partie de la dette de l'État. C'est une question qui a été déjà posée à l'instant. Je veux bien évidemment, sur ce domaine, vous dire que cette idée s'appuie notamment sur le fait que l'INSEE, en mai dernier, a requalifié un tiers de la dette de RFF, soit environ 10 milliards d'euros de dette publique. Il s'agit peut-être de la fin d'une forme d'hypocrisie consistant à nier le caractère public de cette dette. Néanmoins, il faut aussi souligner que l'INSEE a reconnu qu'un actif, le réseau, était inscrit face à cette dette. Il y a donc des avoirs en face, des biens. En conséquence, le stock de dette publique, celui qui est pris en compte pour le calcul des ratios maastrichtiens, n'est pas modifié. À l'inverse, si l'État venait à reprendre cette dette, il n'y aurait plus d'actifs inscrits en contrepartie et la dette nette augmenterait à due concurrence, rendant d'autant plus difficile l'ajustement de nos comptes publics. C'est pourquoi, en l'état actuel, une telle reprise de dette ne nous a pas paru souhaitable à la commission des finances, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être envisagée à terme. En tout état de cause, elle n'a pas non plus paru urgente, parce que RFF reste un emprunteur crédible. Les investisseurs considèrent qu'il s'agit d'une dette de l'État français. La dette est donc peu risquée, à la différence des taux d'intérêt entre RFF et l'État est minime. Et la différence de taux d'intérêt entre le RFF et l'État est minime. On pourrait enfin s'interroger sur le caractère vertueux d'une reprise de la dette. Aujourd'hui, le poids de la dette est un aiguillon pour pousser SNCF Réseau à se transformer, à se moderniser. Elle conduira également à choisir avec parcimonie les futurs projets de développement. Je crois en effet que nous devons nous interroger collectivement sur les bons choix à opérer pour notre réseau de ferré national. En particulier, tous les rapports d'expertise soulignent que le réseau est trop grand et qu'il pourrait être réduit en vue de rationaliser l'utilisation des moyens et de le maintenir dans un état de performance acceptable. Le rapport de la commission Mobilité 21, l'année dernière, a souligné que nous devions faire des choix, établir des priorités dans la construction de nouvelles infrastructures. Nous devons faire les mêmes choix au regard du réseau existant. Si de nouvelles infrastructures sont nécessaires, d'autres ne le sont peut-être plus. La reprise de la dette ne doit pas occulter ces questions fondamentales. Ceci étant dit, il y a également un consensus pour dire qu'une partie de la dette SNCF Réseau ne sera pas amortissable par le système ferroviaire. À terme, l'État sera donc probablement contraint de s'engager plus. Il a pour ce faire plusieurs instruments à sa disposition. La reprise de dette, mais aussi l'augmentation des subventions. Le rapport demandé à l'article 2 ter, très bien tout à l'heure expliqué notre ami Michel Teston, du projet de loi doit nous permettre d'y voir plus clair sur les modalités de traitement de la dette historique. Sous bénéfice de ces observations, la commission des finances a émis un avis favorable aux articles dont elle s'est saisie, à savoir l'article 1er, l'article 2, 2 ter, 4 et 5, qui comportent des dispositions qui intéressent plus directement l'équilibre financier de la réforme. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, je vous remercie. Merci, Monsieur le sénateur. Avant de poursuivre la discussion générale, je donne la parole à Monsieur Jean-Jacques Filleul pour une mise au point sur un vote. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, je voulais vous proposer, au nom du groupe socialiste, une rectification au vote du 4 juillet au soir sur la PJL région. En effet, messieurs Roland Courteau, Marcel Reynaud et Jean-Noël Guérini votent contre sur le vote final au lieu de ne prennent pas part au vote. Je vous remercie. Merci. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Louis Nègre pour le groupe UMP. Chers collègues, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, enfin, pourrais-je dire, enfin, Monsieur le Ministre, le projet que vous nous présentez est issu d'une lente, trop lente maturation. Nous savons tous
depuis de très nombreuses années que le système ferroviaire fonctionne de moins en moins bien. Il était la fierté de la France, il en devient un souci. Le constat est inquiétant. C'est ainsi, par exemple, que malgré les plans fret qui se sont succédé, cette activité a diminué notablement en France alors qu'elle progressait dans plusieurs pays européens. Autre alerte, dès 2005, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, le rapport Rivier, suivi en 2012 par le rapport Putalaz et la Cour des comptes, nous confirmait que le réseau classique était en voie d'effondrement. Autre clignotant à l'orange, qui vire au rouge, le matériel des trains d'équilibre du territoire est obsolète et fatigué. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il ne correspond plus au service qu'il doit à sa clientèle. Il est donc urgent que les nouvelles rames arrivent sur le terrain, Monsieur le Ministre. Il n'est pas jusqu'au TGV qui commence à son tour à avoir des problèmes d'équilibre financier, sans oublier l'accident dramatique de Brétigny. Dans ce paysage qui s'assombrit d'année en année, seule l'action déterminée des régions et leurs investissements massifs ont apporté une bouffée d'oxygène aux ferroviaires, avec à la clé une très forte augmentation des passagers. Le rail continue, en effet, à être un des moyens de déplacement des plus modernes et efficaces. Dans cette morosité ambiante, ce dernier exemple montre bien le rôle irremplaçable du ferroviaire pour les transports du quotidien, Monsieur le Ministre, la transition énergétique et l'aménagement du territoire. C'est ce constat aigre-doux, cette dégradation lente qui m'avait amené dès octobre 2010 à réclamer à mon gouvernement, du haut de cette tribune, un Grenelle du ferroviaire. Il m'a fallu plus d'un an pour l'obtenir à travers les assises du ferroviaire. Aujourd'hui, après des années de tergiversation, vous nous présentez l'aboutissement de ces discussions et réflexions dans le cadre de ce projet de loi portant réforme ferroviaire. Mon analyse de ce texte me conduit à un triple constat. En premier lieu, je ne peux que me féliciter que les fonctions de gestionnaire d'infrastructure du réseau ferré national, aujourd'hui réparties entre RFF, SNCF Infra et la DCF, soient unifiées. Cette mesure était attendue et a fait l'unanimité auprès de tous les acteurs. Elle permettra sans aucun doute un meilleur fonctionnement du système et une plus grande sécurité. Vous redonnez à l'État, grâce à ce projet de loi, un rôle d'État stratège bienvenu pour fixer les priorités et la cohérence du système ferroviaire. J'ai bien noté en ce sens que l'État assurerait également le pilotage de la filière industrielle ferroviaire dont, vous le savez, Monsieur le Ministre, le plan de charge est en diminution dramatique à court terme. De même, à travers le schéma national des services de transport, les orientations de l'État pourront s'afficher clairement. Cette démarche s'accompagne par ailleurs d'une mobilisation positive du Parlement qui aura à connaître les dossiers les plus importants du système ferroviaire, mais, a priori, à ma surprise, sans vote. J'ai donc proposé en commission d'aller plus loin et de voter une grande loi de programmation ferroviaire. Je pense que le Parlement doit en débattre librement et s'engager par un vote. Ainsi, nous pourrons associer toute la nation à la définition des objectifs que doit atteindre le système ferroviaire. De même, après un impair incompréhensible dans le texte initial, vous avez accepté l'avis conforme de la RAF et vous avez même augmenté fort justement, grâce à l'Assemblée nationale d'ailleurs, ses possibilités d'intervention. Dans le cadre que vous avez choisi d'une entreprise intégrée verticalement, un régulateur fort est absolument indispensable et j'en suis d'accord avec le rapporteur. Enfin, je note avec satisfaction que ce texte devrait permettre de définir des objectifs de performance et de productivité tout en maîtrisant les dépenses à travers une règle d'or, mais j'ai également entendu le rapporteur pour avis de la Commission des finances qui parlait d'or, c'est le cas de dire, en disant que si tout va bien, nous ne serons qu'à 60 milliards de dettes en 2025.
C'est donc un vrai problème. Ces éléments positifs étant actés, je fais cependant un deuxième constat qui, lui, m'interpelle quant à la lisibilité du système. Sa complexité, telle qu'elle apparaît à travers ce projet de loi, me plonge dans un océan de perplexité. En effet, en dehors des spécialistes, la plupart des interlocuteurs que j'ai rencontrés ont eu des difficultés à comprendre qui faisait quoi. Au départ, nous avons un EPIC maire, avec 2 EPIC filles, dont une dispose d'une entité autonome, Gare et Connexion. Mais ces établissements sont à leur tour accompagnés par une véritable nébuleuse, à travers l'existence d'un conseil de surveillance, lui-même ayant un rôle différent du Haut Comité du système de transport ferroviaire, qui ne recouvre pas les missions du Comité des opérateurs de réseau, dont le rôle est bien sûr différent de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui ne doit pas se confondre avec l'Établissement public de sécurité ferroviaire, sans compter, Monsieur le ministre, la Commission des sanctions, la Commission de déontologie et le Haut Comité à la qualité de service dans les transports, qui tous concourent à des degrés divers au fonctionnement du système ferroviaire français. Dans le système précédent, après des années, on ne savait toujours pas à qui appartenaient les quais et à qui appartenaient les bordures de quais. Le système actuel n'est malheureusement pas plus lisible. Cette organisation, qui ressemble fort à une usine à gaz, est difficilement compréhensible pour le commun des mortels. Malheureusement, Monsieur le ministre, je fais un troisième constat qui, lui, est beaucoup plus grave. En effet, il y a toute une série de points sur lesquels je ne partage pas votre philosophie et votre vision de l'avenir. Je me situe même à l'opposé de votre démarche politique et vous n'en serez pas étonné. J'en veux pour preuve plusieurs éléments, avec 2 séries de réactions de plus en plus négatives de ma part. Une première série de désaccords porte notamment sur 3 points. Eh oui. Eh ben oui, mais je suis un sénateur libre et honnête. Je dis ce que je pense et donc j'annonce toute une série de choses que je trouve positives et je dis aussi ce qui ne me paraît pas positif. Voilà. Et c'est l'honneur de la Haute Assemblée de pouvoir parler ainsi. Sur le commissaire du gouvernement auprès de la RAF, l'utilité de ce dernier m'échappe. En effet, le gouvernement peut très bien transmettre ses analyses directement à la RAF sans avoir besoin d'un commissaire qui fait penser plutôt à un commissaire politique. Nous nous sentons d'autant plus en droit, Monsieur le ministre, à droite, là, nous nous sentons d'autant plus en droit de faire cette remarque que dans le cadre de l'ARCEP, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en 2011, cette même manie gouvernementale avait été retoquée par la Commission européenne. Deuxième point, concernant d'autre part la gestion des gares, le rapport du 22 avril 2013 de Jacques Oxiette, bien connu sur tous ces bancs à gauche, avait préconisé de regrouper au sein de SNCF Réseau l'ensemble du patrimoine foncier ferroviaire. Cela paraissait on ne peut plus logique. Dans le même sens, l'autorité de la concurrence, dans son avis du 4 octobre 2013, juge elle aussi nécessaire que soit garantie la neutralité concurrentielle des gares de voyageurs pour, dit-elle, ne pas entraver un développement effectif de la concurrence. Cet avis ne souffre pas d'interprétation, il est très clair, et je ne peux donc, Monsieur le ministre, que regretter votre position. Enfin, concernant les matériels roulants régionaux, je suis, Monsieur le ministre, là encore, en totale opposition avec votre article 5 bis du projet de loi. En effet, il est incompréhensible pour tout être normalement constitué que les régions qui ont financé avec les deniers publics des contribuables locaux l'intégralité des rames n'en soient pas propriétaires. Et j'avoue que dans le cadre de la Commission du développement durable, grâce au président et à son rapporteur, nous avançons, nous cheminons vers peut-être une solution qui nous paraîtrait plus logique.
Je me pose la question de savoir, Monsieur le ministre, pourquoi vous avez inscrit cette mesure aussi étrange qu'illogique. Mais s'il n'y avait que ces remarques. Hélas, 3 fois hélas, il y a encore plus grave. Il s'agit à mes yeux de 3 points fondamentaux qui ne sont pas traités, ou mieux, tout juste abordés. Le premier point porte sur la dette. De l'avis général, la situation est gravissime. Aujourd'hui, elle explose à plus de 40 milliards d'euros. Elle entraîne une charge financière de près de 1,5 milliard. Ce problème essentiel, dans le cadre d'une vraie réforme ferroviaire, ne fait l'objet que d'approches qui ne sont pas à la hauteur du problème. Il est significatif que le gouvernement n'ait prévu, chers collègues, n'ait prévu qu'un simple rapport sur les solutions qui pourraient, au conditionnel, être mises en œuvre, et ceci dans 2 ans. Cette situation est ancienne et chaque année un peu plus alarmante. Votre proposition, à la différence des mesures drastiques et douloureuses, compris les Allemands en leur temps, consiste à repousser à plus tard l'assainissement des comptes. C'est d'autant plus incompréhensible qu'Eurostat, l'INSEE et la Cour des comptes ont confirmé qu'il était dès aujourd'hui possible de transférer plus de 10 milliards à l'État, ce qui permettrait en 2 ans, chers collègues, de soulager le système ferroviaire d'1 milliard d'euros de charge de la dette. Alors qu'il y a le feu à la maison, on regarde ailleurs et ce problème gravissime plombe l'ensemble du système ferroviaire. Et je ne reviendrai pas sur l'avis de la commission des finances. La commission numéro 3 des assises, auquel je vous renvoie, a d'ailleurs confirmé cette analyse en son temps en précisant que la seule clé de désendettement du secteur était la résorption du déficit structurel. Nous en sommes loin. Ce qui nous amène à un deuxième point fondamental de votre réforme, qui est l'absence, je dis bien l'absence, d'ouverture à la concurrence. En 2009, chers collègues, mon premier amendement sénatorial, déposé à la Haute Assemblée, était consacré à une ouverture maîtrisée à la concurrence. Je crois profondément, quant à moi, que ce mécanisme s'avérerait extrêmement bénéfique pour la SNCF et pour les usagers. Mais au lieu d'aborder franchement cette question et de passer à l'offensive, nous reculons à nouveau. En effet, la commission numéro 1 des assises du ferroviaire, présidée par M. Gilles Savary, qui n'était pas encore rapporteur à l'Assemblée nationale, avait déclaré en 2011, il y a 4 ans déjà, que le principe d'une ouverture à la concurrence était acté pour les autorités organisatrices qui le souhaiteraient. Malheureusement, en 2014, il n'en est toujours rien. Bien au contraire, le texte n'en parle même pas. À l'image de l'urbain, la concurrence instaurée, je vous le rappelle, par Michel Sapin en personne, permettrait pourtant le développement de l'emploi au sein de la SNCF, d'augmenter l'offre pour les usagers et enfin de réaliser des économies substantielles de l'ordre de 15 à 20 %, ce qui est considérable. Les 870 millions d'euros annuels ainsi économisés permettraient soit des investissements supplémentaires, soit de diminuer la charge financière des collectivités et donc des contribuables. C'est d'autant plus regrettable que la SNCF, libérée à l'international, est tout à fait capable de conquérir, vous l'avez dit, sans aucun dumping social, des parts de marché et de promouvoir avec une grande efficacité la marque France. Enfin, le dernier point qui s'inscrit dans la logique qui est la vôtre et que je récuse totalement va entraîner le verrouillage complet du système ferroviaire national. À travers le caractère indissociable et solidaire des 3 entités, à travers la création d'un seul comité central du groupe public, à travers un délégué syndical central, à travers toutes ces dispositions de dernière minute qui fleurent bon le centralisme démocratique, nous en revenons à la SNCF de grand-papa. C'est un retour en arrière complet. Si l'on ajoute l'intangibilité des statuts et leur inadaptation à un monde qui évolue, si l'on ajoute que le décret socle fera disparaître le peu de concurrence qui existait,
on aboutit encore une fois au syndrome de la ligne Maginot. Rester autant sur la défensive, s'enfermer sur les droits acquis, en bref, ne pas bouger, ne pas évoluer, entraînera malheureusement un affaiblissement du système ferroviaire susceptible à terme de mettre en cause son existence même. Votre modèle, pour reprendre votre terme, Monsieur le ministre, n'est pas notre modèle. Le cas dramatique de la SNCM devrait pourtant nous alerter sur la nécessité pour la France de développer des entreprises compétitives aptes à gagner la bataille de l'emploi plutôt qu'à se recroqueviller sur elles-mêmes. En définitive, Monsieur le ministre, votre projet de loi se limite à une réforme institutionnelle. Il ne touche pas et ne traite donc pas au fond les problèmes principaux, j'insiste, qui grèvent l'avenir du rail. Comparaison n'est pas raison, mais après l'exemple allemand, je peux aussi prendre l'exemple italien actuel, où le président du Conseil, Matteo Renzi, lance une réforme structurelle par mois. C'est l'opposé de cette approche étriquée, de ce manque de vision. Cette réforme n'engage pas les réformes de structure, Madame la Présidente, absolument indispensables. Elle n'est pas la loi fondatrice du ferroviaire attendue depuis 2011. C'est donc une mini-réforme suivie à l'Assemblée nationale d'une contre-réforme. Et cet exemple nous amène à un texte baroque qui n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. En conséquence, le groupe UMP votera contre ce projet de loi. Merci, Monsieur le sénateur. La parole est à Monsieur Vincent Capo-Canellas pour le groupe UDI-UC. Monsieur le sénateur, vous seul avez la parole et vos collègues vous écoutent. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du développement durable, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le système ferroviaire français est constitutif de notre identité. Il fait, je ne parle pas au passé, la fierté de notre pays malgré les difficultés. La fierté des cheminots d'abord, fierté légitime, et celle de nos compatriotes. Nous aimons les chemins de fer, pour autant, nous devons donner un nouveau départ au modèle ferroviaire français. Ce modèle ferroviaire, c'est une vision de la France, de la mobilité, des territoires. On sait combien cela compte, en particulier ici au Sénat. La SNCF, dans l'histoire, nous a montré combien elle savait être au rendez-vous. Nous devons, nous aussi, être au rendez-vous pour franchir une étape indispensable au renouveau du chemin de fer français. Nous mesurons l'enjeu, permettre au système ferroviaire français d'assurer son avenir. L'enjeu, c'est, à partir de cette histoire, de cette tradition française, avec les cheminots, de redonner au système ferroviaire français un cadre clair qui lui permette de se développer. Pour perpétuer cette tradition, la renouveler, il faut changer. Changer car la situation actuelle ne peut durer. Changer car les cheminots eux-mêmes appellent à plus d'efficacité. Il faut redonner au système ferroviaire français une ambition, non pas qu'il en manque aujourd'hui, mais la question posée est celle des moyens. Je crois que le système ferroviaire français est à un tournant. Ce moment est sans doute un moment clé. Il faut changer, certes, changer pour mieux de ferroviaire. Au départ, il y a plusieurs constats. La complexité du système actuel, le besoin de modernisation du réseau, l'impasse financière qui malheureusement va croissant. Une question aussi, celle de la hiérarchisation des priorités. Quel réseau? Comment l'entretenir? Face à ces constats, notre ambition est de renouveler le système ferroviaire français. Il est bon que l'État se dote enfin d'une stratégie en matière ferroviaire. Il est inutile de développer plus longuement les mots de notre système, car cela a été dit par de nombreux orateurs et encore à l'instant par Louis Nègre. La spirale de l'endettement, un réseau vieillissant et dégradé dont de multiples rapports ont fait le constat. Et bien évidemment, nous avons une pensée pour les victimes de l'accident de Brétigny au moment où le rapport vient d'être publié. Un système pas assez compétitif aussi, c'est une réalité qu'il faut voir en face, avec un coût supérieur de 30% à celui de nos voisins et aujourd'hui concurrencé par d'autres modes de transport. Le projet de loi élaboré par le gouvernement avec les acteurs du ferroviaire, je le dis dans cet ordre, sans malice, croyant ne pas me tromper, ce projet de loi gouvernemental, donc, s'inscrit dans le cadre de la réflexion lancée par le précédent gouvernement au travers des assises du ferroviaire.
Il y a une forme de continuité, au moins dans l'intention de départ. L'équation de départ est simple. Les intentions étaient claires. Reconstituer un gestionnaire unifié d'infrastructures, cela fait toujours consensus. Mais aussi adapter le système ferroviaire français aux exigences d'aujourd'hui, et ça, c'est plus douloureux. Ça l'était au départ, ça le sera toujours, et les grèves récentes ont montré l'inquiétude des cheminots et la difficulté de la tâche. Parmi les exigences d'aujourd'hui auxquelles il faut savoir s'adapter, je voudrais citer 5 axes de travail. La qualité de service aux voyageurs, nous la devons aux usagers, elle existe, elle doit s'améliorer pour plus de régularité. La sécurité, chacun le mesure avec force, évidemment, à quelques jours de l'anniversaire de la catastrophe de Brétigny. Parce qu'il faut voir les choses en face aussi, le coût du système ferroviaire aujourd'hui trop élevé est aussi une exigence qu'il faut relever. La nécessaire inclusion des chemins de fer dans une stratégie globale de mobilité, avec la concurrence et la complémentarité des autres modes de transport, s'impose également à nous. Enfin, la concurrence, mot tabou, mais réalité de demain, à laquelle nous devrons nous conforter pour en ressortir vainqueurs, doit être regardée en face. Nier la perspective n'est pas la solution. Face à ces différents enjeux, le projet de loi soumis à la Haute Assemblée souffre, selon nous, de 3 insuffisances. En premier lieu, le système mis en place est complexe, avec 3 EPIC imbriqués. L'eurocompatibilité que vous revendiquez restera à confirmer avec la nouvelle Commission et le nouveau Parlement européen. Attention à l'adoption du 4e paquet. Quelques points majeurs restent à signaler. L'accès équitable au réseau, le rôle du régulateur, la place prépondérante de l'opérateur historique, l'endogamie du système. Dans la version initiale du texte, restaient des questions assez mal traitées et demeurent encore à améliorer. En second lieu, votre réforme me paraît insuffisamment financée. Elle ne traite pas assez de la dette ferroviaire, qui atteint 44 milliards d'euros, qui progresse d'1,5 milliard par an, devrait atteindre 60 milliards dans quelques années et 70 milliards en 2025. Une réforme sans la dette, est-ce une réforme? Enfin, le projet de loi se concentrant essentiellement sur les questions de gouvernance, il contourne la question principale de la modernisation du système ferroviaire, de l'amélioration de la qualité de service, de la productivité et de l'adaptation à la concurrence. Cette réalité est pourtant devant nous. Cela étant dit, le travail de l'Assemblée nationale a permis des avancées. Un premier pas a été fait en direction des régions, pas trop timide, avec plus de transparence des comptes, une liberté tarifaire à peine esquissée, la question du matériel roulant abordée imparfaitement, mais abordée, le chef de file pour les gares d'intérêt régional. Je crois que les régions seront les moteurs de la rénovation du système. Elles n'en ont pas encore les moyens. Un premier pas a été fait en leur direction. Ce pas est selon nous beaucoup trop timide. La seule avancée notable concerne la transparence des comptes des lignes TER que réclament légitimement les régions. Le chef de file qui leur a été reconnu uniquement pour les gares d'intérêt régional, et la question du matériel roulant ne me paraît pas suffisamment bien réglée. Des améliorations ont été apportées sur la gouvernance et les pouvoirs de l'ARAF, le régulateur. Ce point mérite lui aussi d'être renforcé. Nous estimons que ces améliorations sont encore insuffisantes et qu'il faut encore renforcer l'étanchéité entre les différents EPIC et garantir l'indépendance de l'autorité de régulation afin de garantir la non-discrimination entre opérateurs. S'agissant de la dette, la règle prudentielle a été seulement esquissée et en aucun cas les économies d'échelle attendues ne permettront de réduire le stock de dette. Ce point est majeur. Les promesses d'économies ne sont pas des économies et il en est ici comme du budget de l'État, malheureusement. Le cadre social a été complété, certes, pour rassurer les cheminots qui doivent accompagner la réforme et en être des véritables acteurs du changement. Ces avancées issues de la discussion à l'Assemblée nationale, on pourrait les résumer en 2 temps. Une part de réalisme, les régions, l'ARAF, il s'agit de premiers pas à conforter, une part de dialogue social renforcé. Gageons que le cadre social amélioré sera demain un élément positif et pas un élément de blocage, du moins souhaitons-le. Cette réforme peut encore être améliorée. Il y a, et j'ai entendu Louis Nègre à l'instant, 2 attitudes possibles. Condamner la réforme, mais n'est-ce pas
condamner le système ferroviaire? A-t-on le temps? Ou bien faire le pari du pragmatisme et construire pas à pas, mais en accélérant, donc choisir d'améliorer le texte? Nous choisirions volontiers le pragmatisme s'il était réciproque. Je crois que faire de ce sujet un combat idéologique, ce ne serait pas un service à rendre au système ferroviaire. Il y a des réalités et des urgences. La réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui, malgré les travaux de la Commission, et je salue le président Wahl, le rapporteur Michel Teston, cette réforme est largement imparfaite. Notre volonté est de regarder comment l'approfondir en allant plus loin dans l'adaptation au 4e paquet ferroviaire, en préparant progressivement l'ouverture à la concurrence. Ici, il me faut m'adresser à vous, Monsieur le Ministre. Il y a une ambiguïté dans votre réforme et vous devez la lever. Soit c'est la politique de l'autruche, et nous connaîtrons pour le trafic voyageurs ce que nous avons connu pour le fret. Soit c'est un pas pour adapter réellement le système ferroviaire aux réalités d'aujourd'hui. Si, comme je le souhaite, la deuxième hypothèse est la bonne, vous devez accepter ici de faire bouger les curseurs. J'entends bien que le cadre social doit être respecté. Je comprends que l'architecture institutionnelle du projet peut difficilement, à ce stade, évoluer considérablement. Mais je dois ici rappeler que, autant nous sommes d'accord avec la constitution d'un gestionnaire d'infrastructures unifié. C'est d'ailleurs l'une des conclusions des assises du ferroviaire. Et on peut estimer ici que la réforme de 1997 a montré ses limites. Mais autant nous sommes d'accord avec le GIU, autant le pôle public intégré nous laisse dubitatifs. Mais sur les autres points, sur l'économie, sur le régulateur, sur la dette, sur le pouvoir des régions, il faut, je crois, savoir aller plus loin, franchir le pas qui fera de cette réforme une adaptation nécessaire et utile, plutôt qu'un élément qui est destiné à éviter de voir les réalités. Notre guide dans la discussion des articles et des amendements sera simple. Nous amenderons sur des points précis, certains d'ailleurs ont été évoqués par Louis Nègre, parce que nous avons un certain nombre d'axes évidemment communs. Nous poursuivrons plusieurs objectifs. Je voudrais en rappeler 5 rapidement. Le premier, c'est d'inscrire la stabilisation, voire la diminution de la dette comme priorité de cette réforme ferroviaire. Encore une fois, une réforme sans la dette, c'est repousser à demain le plus important. Le deuxième objectif, c'est de préparer le système ferroviaire au 4e paquet et à l'ouverture à la concurrence, en permettant par exemple aux régions d'expérimenter les délégations de services publics. Il peut y avoir plusieurs façons d'y arriver, mais l'intention, le réalisme doivent être là. Le troisième objectif doit être de renforcer l'indépendance des établissements publics au sein du pôle unifié que vous avez choisi, afin de rendre le projet de loi pleinement compatible avec les règles européennes. C'est aussi d'ailleurs nécessaire pour garantir un accès équitable au réseau. Notre quatrième objectif, en concordance avec le précédent, c'est bien sûr de renforcer encore les pouvoirs de l'ARAF comme véritable autorité de régulation indépendante. Et Louis Nègre a évoqué tout à l'heure la question du commissaire du gouvernement. C'est d'autant plus nécessaire que votre système peut parfois être considéré comme ambigu, donc remettons de la clarté. Enfin, nous voulons, c'est le cinquième objectif, rendre le train plus compétitif et plus attractif. Cela veut dire améliorer la productivité du système, la qualité du service rendu aux usagers, revenir à des prix concurrentiels aussi, quand même, quand on est sur Internet et qu'on regarde les prix, on se désespère parfois. Tout cela appelle une volonté claire. Sur les points que je viens d'énumérer, je veux dire que la réponse du gouvernement sera déterminante pour que nous considérions notre vote. Nous avons déposé des amendements et nous aurons l'occasion d'approfondir la discussion. Votre projet de départ n'est pas le nôtre, Monsieur le Ministre, vous le savez. L'Assemblée l'a amélioré. Il reste du chemin à faire. Sur le texte initial, nous avions de grandes réserves. Une partie a été levée.
Nous mesurons l'enjeu pour le système ferroviaire et les cheminots. L'enjeu, c'est de s'adapter et de se redonner les moyens d'être compétitifs. Repousser la mise en concurrence sans s'y préparer n'est pas la solution. Au contraire, c'est l'assurance de réveil douloureux. Ce texte, s'il est adopté par le Sénat, ce qui ne me paraît pas acquis à cette heure, ne réglera pas tout. Il faudra demain encore aller plus loin dans l'expérimentation des délégations de service public. Gageons que les régions elles-mêmes y viendront. Après tout, le droit européen existe. Il faudra aussi, à court terme, réussir le 4e paquet ferroviaire avec un Parlement européen et une Commission renouvelée. Ce ne sera pas forcément le plus facile. La France a trop souvent l'image d'un pays qui ne sait pas se réformer. Si cette réforme devra bien sûr être suivie d'autres, dans ce domaine précis, elle peut malgré tout contribuer à améliorer la situation du chemin de fer français. La discussion vaut en tout cas d'être engagée, et c'est dans cet esprit que nous examinerons ce texte. Je terminerai en évoquant bien sûr les attentes des voyageurs. Il est des secteurs, et l'Île-de-France en est un, vous le savez, Monsieur le Ministre, où l'exaspération des voyageurs est à son comble. Hier encore, Monsieur le Ministre, le RER B, ici, à la station Luxembourg, était bloqué. À 20h, en plein conseil municipal, j'attendais encore un certain nombre de mes élus qui étaient, là encore, dans le RER. Il faut répondre à cette attente. Je cite la ligne que je connais le mieux, mais il en est d'autres qui souffrent tout autant. Je veux dire aussi que les annonces du procureur d'Évry, forcément légitimes, quant à l'état de vétusté du réseau, en particulier en gare de Noisy-le-Sec, interrogent et interpellent nos concitoyens. Il faut, Monsieur le Ministre, rassurer sur les moyens mis en œuvre, car les usagers, et le maire de Noisy-le-Sec en particulier, sont légitimement inquiets du constat qui a été livré à l'opinion. Tout cela nous rappelle, si besoin, que la finalité du réseau comme du transporteur, c'est bien d'être au service du public pour transporter chacun des usagers. En cela, le système ferroviaire répond à une obligation de service public et d'égalité. C'est un beau défi qu'il nous faut relever aujourd'hui encore. Alors je sais la passion du ferroviaire et le talent de notre rapporteur Michel Teston. Je sais, Monsieur le Ministre, votre écoute du Parlement. Et je veux dire que dans la discussion qui s'engage, on aura quelques idées simples en tête. Cette réforme était assez mal engagée, peut-être sur la mauvaise voie à l'Assemblée nationale. Elle a peut-être failli dérailler avec la grève. Vous avez réussi à ce qu'il n'en soit rien. Après son passage à l'Assemblée, elle a été réaiguillée dans un sens plus favorable. Espérons qu'avec son examen au Sénat, elle sera enfin sur de bons rails. Il n'appartient qu'à vous, Monsieur le Ministre, d'orienter ce projet de loi dans le bon sens et de faire arriver cette réforme à quai et à temps. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est maintenant à Madame Mireille Schurch pour le groupe CRC. Chers collègues, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Maintenance inadaptée, délabrement jamais vu. Les mots du procureur en charge de l'accident de Bréquigny sont durs, très durs à entendre pour nous qui aimons le chemin de fer. Ils font cependant écho à ceux des cheminots qui, depuis plusieurs années, nous alertent sur la dégradation du service public ferroviaire ainsi que du constat unanimement partagé des assises du ferroviaire. Cela vient s'ajouter aussi à la charge médiatique sur les rames de TER inadaptées à la largeur des quais et renforce le sentiment de gâchis et d'insécurité des usagers. La SNCF est une entreprise publique de service public caractérisée par certaines valeurs qui cimentent le corps social et le territoire national. Malheureusement, les choix des gouvernements successifs et de la direction ont tendu à l'assimiler à une entreprise comme une autre. Le cloisonnement des métiers et des personnels, ainsi que le recours massif à la sous-traitance des activités essentielles, met à mal la complémentarité et les savoirs multiples, apportant son lot d'inquiétudes, de souffrances et de dysfonctionnements. Pour notre part, dans une démarche constante et cohérente, nous n'avons jamais cessé de pointer les lacunes de la réforme de 1997, le poids des intérêts divergents de RFF et SNCF, la perte d'énergie dans la gestion des relations entre deux entreprises publiques
qui devaient logiquement travailler ensemble, et la remise en cause de la légitimité des cheminots. Que ce soit dans notre proposition de loi permettant la relance du secteur public ferroviaire de mai 2012, ou encore notre proposition de résolution tendant à la maîtrise publique du système ferroviaire national de juillet 2013, sans parler de notre résolution demandant une évaluation de la libéralisation du secteur, nous avons été attentifs aux préoccupations des acteurs de terrain et appelé de nos vœux une réforme du système ferroviaire. C'est pourquoi nous saluons, Monsieur le Ministre, vos efforts pour que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de nos assemblées. Cela d'autant plus qu'une course de vitesse est engagée avec la Commission européenne. Toutefois, le 4e paquet ferroviaire, vous l'avez rappelé, n'est pas encore voté et la Commission européenne a déjà dû reculer. À cet égard, rappelons que le droit positif impose seulement une séparation des fonctions essentielles, la définition des péages et la répartition des sillons. De plus, les États et donc les gouvernements ne sont pas étrangers à la production législative européenne et ils ont une marge de manœuvre dans la transposition des directives. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, n'utilisez pas l'argument de l'eurocompatibilité ou de la concurrence comme indépassable. Il ne peut pas y avoir de double discours, un national et l'autre européen. Votre gouvernement, Monsieur le Ministre, se veut, je l'ai entendu de la part du Premier ministre, un gouvernement de combat. Et la France, vous l'avez rappelé, je reprends vos mots, est une grande nation ferroviaire et européenne qui a un poids certain dans les négociations européennes. Ce projet de loi est donc une formidable opportunité pour faire valoir les exigences de la France dans le domaine ferroviaire. Dès lors, ne reproduisons pas les erreurs passées sous couvert d'un discours d'urgence ou de contraintes réelles ou imaginaires. C'est pourquoi nous porterons, à travers nos amendements, la défense d'un modèle unifié autour de l'entreprise publique SNCF, car il a fait ses preuves par le passé, et nous pensons qu'il est seul à même de répondre aux défis du futur, aux exigences d'un service public ferroviaire fiable et performant, au service des usagers et des territoires. Un service public qui ne soit pas, comme cela transparaît en filigrane dans ce projet de loi, exclusivement orienté vers la gestion de l'infrastructure. Le service public que nous défendons englobe l'offre de services, la gestion et le déploiement des réseaux, mais aussi la gestion des gares et du patrimoine ferroviaire. S'il est impératif de mettre un terme à l'absence de vision cohérente à long terme du système ferroviaire, la question de son financement ne peut être minorée et reportée dans le temps. À sa création, RFF a hérité de la dette SNCF, au départ 20 milliards d'euros, qui devient aujourd'hui, comme l'a rappelé le rapporteur, colossal, qui n'apparaît plus comme de la dette publique. Pourtant, le désendettement de la SNCF aurait pu être obtenu par le transfert d'une partie de ces dettes à l'État, ce que la directive de 91 autorisait. D'ailleurs, dans la plupart des autres pays européens, l'État a ainsi repris une grande partie des dettes de l'opérateur ferroviaire historique, comme en Allemagne par exemple. Pourtant, force est de constater que l'État n'a toujours pas l'intention de désendetter le système ferroviaire. Ce projet, à notre avis, n'apporte pas de réponse satisfaisante à cette question pourtant cruciale. La seule perspective de ce projet de loi sur le financement du système réside dans ce que vous appelez des gains de performance dans les organisations et les modes de travail dans l'ensemble du groupe et l'optimisation de l'offre ferroviaire. Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, qu'au vu de l'actualité, cela crée un certain malaise, car c'est cette logique d'abaissement des coûts, de suppression d'emplois, d'abaissement de la qualité des formations dispensées, de réduction des moyens financiers et matériels qui dégrade les conditions de travail des cheminots et la qualité du service public SNCF rendu aux usagers et à la nation. Cette logique qui encourage un recours toujours plus important à la sous-traitance pour réaliser la maintenance verra peut-être se multiplier la catastrophe comme celle de Brétigny. Car selon les chiffres annoncés lors des débats à l'Assemblée nationale, pour trouver 250 millions d'euros annuels, il faudrait réduire les effectifs de 4 330 personnes par an. En 5 ans, ce serait donc
plus de 20 000 salariés en moins. Reconnaissons, Monsieur le ministre, les craintes des cheminots ne sont pas dénuées de fondement. De plus, quand vous parlez de l'optimisation de l'offre ferroviaire, ainsi que la règle prudentielle, il prévoit une hiérarchisation des investissements en faveur des projets présentant le meilleur retour d'investissement, ce qui à terme se traduira inévitablement par des fermetures de lignes. En effet, le projet prévoit un système de priorisation des projets ferroviaires, c'est-à-dire que les travaux nécessaires à la régénération du réseau ne seraient effectués que lorsqu'ils sont jugés utiles et que les finances le permettent, c'est-à-dire pour certaines de ces lignes, jamais. C'est donc le passage de la recherche d'une sécurité maximale à un risque calculé. Il faudra expliquer cela à nos concitoyens, Monsieur le ministre. Vous rayez au fond d'un trait de plume les engagements de la Commission Mobilité 21. D'autre part, la gestion en temps réel du trafic relève complètement de l'opérationnel, de l'exploitation ferroviaire et fait partie des fondements de la sécurité et de la qualité des services ferroviaires effectifs, alors que la gestion de l'infrastructure au sens propre a lieu en amont, en temps différé. Où est donc, dans votre projet, la construction d'une synergie en temps réel des équipes de terrain, par exemple aiguillage et manœuvre de train? Sur ce terrain, Monsieur le ministre, votre réforme ne répond pas aux attentes des cheminots en termes d'efficacité. À cet égard, le nouveau rôle de gendarme financier dévolu à l'ARAF nous interroge. Nous avons toujours contesté, vous le savez, ce type de structure dont les missions n'ont, à notre avis, rien à voir avec le service public, puisque l'unique objectif poursuivi est de faire de la place aux nouveaux entrants et donc d'assurer la concurrence. Nous portons l'idée que la régulation du système ferroviaire, doit être la mission de l'État plutôt que d'une structure soi-disant indépendante et loin de la notion de service public. Eurocompatibilité, ouverture à la concurrence, pérennité de la réforme, mais aussi unicité du système sont les termes que vous utilisez pour décrire votre réforme. Vous nous dites efficacité du système. Ainsi, pour remédier à l'éclatement du passé, il faudrait la création de nouvelles entités. Vous en avez créé 3 en SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Par une mathématique opaque, vous affirmez, Monsieur le ministre, que 3 serait plus performant que 2 et que 3 serait encore plus performant que 1. Pourtant, les directives européennes n'imposent absolument pas la mise en place de 3 EPIC distinctes. Elles n'exigent de séparation organique que pour les fonctions essentielles. Pourquoi ne pas avoir simplement externalisé ces fonctions auprès de la DGITM et reconstruit un groupe public ferroviaire autour d'un seul EPIC? Si l'objectif est la rationalisation et l'efficacité du système, pourquoi n'avoir pas retenu cette solution de bon sens au lieu de multiplier les structures et compétences de coordination, d'arbitrage, de consultation, d'autant qu'il y a toujours un président de SNCF Réseau, un président de SNCF Mobilité. La complexité est loin, à notre avis, d'avoir disparu. Vous nous dites que cette réforme apportera des économies. Pouvez-vous être plus précis au vu de l'empilement de toutes ces nouvelles structures et instances diverses et variées? Vous nous dites pérennité de la réforme. Ce choix des 3 EPIC nous interroge. En effet, et vous le savez, l'EPIC est une forme juridique aujourd'hui menacée. La Cour de justice de l'Union européenne a une suspicion sur le régime juridique des EPIC. À cet égard, l'exemple de la Poste est éclairant et nous nous sommes battus à gauche contre le changement de statut de la Poste à l'époque. Il ne faudrait donc qu'un pas pour que la Cour de justice de l'Union européenne juge tout simplement les EPIC comme incompatibles avec le marché intérieur. Prenez du recul.